Rapidement, deux toutes petites dernières questions et ce sera tout pour aujourd'hui. Oui. Bonjour, excusez-moi de... Bonjour, j'ai une question à vous poser. C'est principalement à Monsieur Lancard. Ça serait à propos du problème de Pôle emploi et des jeunes. Est-ce que vous pensez que le Pôle emploi a réglé le problème de la jeunesse, ou bien est-ce qu'ils en sortent avec le sourire et un boulot? Non, malheureusement, non, pas du tout. D'abord parce que vous avez... il y avait, jusqu'à 2009, vous aviez un délai presque d'un an entre le moment où vous étiez décrocheur, par exemple, si vous quittiez le système éducatif sans qualification, et le moment où vous pouviez vous inscrire à Pôle emploi. Ce délai a été réduit sous la volonté de Nicolas Sarkozy, parce qu'il a fait, dans un discours à Avignon en 2009, une vraie lutte contre le décrochage scolaire. Donc ça, je pense que c'était une première avancée. Il faut savoir que par les réseaux de missions locales, qui d'ailleurs dépendent de la gauche comme de la droite, hein, vous avez énormément de suivi des jeunes, et je pense que c'est pour ça que moi je veux bien qu'on critique, qu'on tape sur les apprentis, comme je sais que la gauche aime bien taper sur les jeunes qui bossent. Alors ils adorent les jeunes qui bossent au McDo. Ça, alors, le pauvre mec qui bosse au McDo, il s'en prend plein la gueule parce qu'en général, vraiment, il bosse pour une succursale américaine. Bon. Non mais si, en général, en débat, il y a 2-3 ans, tu as dû me le sortir. Donc moi, bien sûr, je le fais. Et donc ce que je dis juste, c'est que on a besoin, à mon avis, effectivement, d'abord maintenir que le diplôme, ça reste la meilleure protection contre le chômage, puisque 90% des Bac+5 trouvent un emploi dans les 18 mois suite à leur diplôme. Donc, bien sûr que c'est trop long, 18 mois, mais c'est déjà ça. Et deuxièmement, à mon avis, il faut favoriser les formations qui permettent de jongler entre les études et l'entreprise. Et c'est pour ça que l'apprentissage alternance, c'est une vraie révolution, parce que tout ce qui peut permettre que l'expérience professionnelle elle soit avant, c'est-à-dire pendant son cursus et pas après, eh bien, je pense que c'est favorable. Et c'est pour ça aussi qu'en 2007, dans cette fameuse loi qui a été critiquée, la loi TEPA, il y avait aussi la défiscalisation du travail étudiant. Et c'est à mon avis quelque chose aussi d'important. Vous aviez 3 mois de SMIC qui étaient défiscalisés. Merci Benjamin. Juste un mot de Pierre Canotte. Oui, parce que avec Benjamin, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais il parle à ma place et il répond en même temps à ma place. Donc il fait les questions et les réponses. Donc j'ai pas très bien compris la sortie sur les salariés à McDo, mais en tout cas, moi, t'es arrivé en retard. Mais au départ, j'ai notamment longuement argumenté sur la question de sortir les gestions de la précarité du salariat forcé, qui ne correspond pas du tout à leur cursus. Donc justement, c'est un enjeu fondamental pour nous. C'est pas de leur rejeter la responsabilité à eux, mais bien de les sortir de cette précarité, de ce travail contraint. Mais juste, je vais pas être long, et parce que c'est un petit peu fatigant d'essayer de débattre sur le fond et d'apporter, y compris, voilà, enfin, tout le monde n'a pas fait. Bon, y compris, bon, il est parti, mais par exemple sur le Front National, il y avait quasiment aucune proposition sur les jeunes aujourd'hui dans la campagne et qu'est-ce qu'on a à proposer pour sortir des difficultés dans lesquelles on est. Et c'est difficile de débattre sur le fond de manière sérieuse parce que sur la question de Pôle emploi, c'est une vraie question. Je voulais le dire à la fin, mais j'en profite parce que pendant qu'il y a beaucoup de candidats qui sont dans la parole, on va écrire des livres blancs, tous les ans il y a des enquêtes sur les jeunes, on connaît les constats, ça va. Il y a les députés communistes et du Parti de gauche avec Marie-Georges Buffet qui ont écrit avec les organisations de jeunesse une proposition de loi qui s'appelle « Donner aux jeunes les moyens de construire leur avenir », avec des dispositions très intéressantes. On fait campagne là-dessus et l'idée c'est maintenant d'associer un maximum de jeunes pour enrichir cette proposition-là, de dire il y a tout un certain nombre de propositions. Maintenant c'est aux jeunes eux-mêmes de s'en emparer pour ensuite aller la porter jusqu'à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune loi cadre sur la jeunesse qui n'a vu le jour sous la Ve République et ça c'est un véritable scandale. Donc, et je fais le lien avec Pôle emploi parce que il y a des propositions justement dans la loi pour renforcer les effectifs de Pôle emploi, pour lui redonner son véritable rôle parce que une fois de plus vous niez complètement la réalité. C'est qu'une des pires conséquences du mandat de Sarkozy c'est qu'il a supprimé des centaines, des dizaines en tout cas de milliers d'emplois à Pôle emploi et que justement même les travailleurs de Pôle emploi se plaignent aujourd'hui de ne plus pouvoir assumer leur mission. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus les moyens d'accueillir correctement les privés d'emploi, ils n'ont même plus les moyens de les accompagner dans leur demande d'emploi, de formation. Donc là aussi c'est un échec total et je finirai sur le 10e mois de bourse parce que j'ai pas répondu tout à l'heure, mais quel culot sur le 10e mois de bourse. Aujourd'hui vous ne donnez même pas les moyens au Crous de pouvoir donner les bourses aux étudiants et les situations ne sont même pas encore réglées jusqu'au mois de décembre, janvier. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'étudiants qui ont eu 2, 3, plus de 4 mois parfois de retard dans le paiement des bourses. Donc vraiment, arrêtez l'imposture et essayez d'être sérieux et crédible dans un débat juste 2 minutes, quoi. Alors c'est la dernière question cette fois-ci.
Ouais, alors, moi je voulais revenir sur plusieurs choses. D'abord, on a beaucoup parlé d'égalité, et je pense que parler d'égalité, notamment quand on est à l'université, c'est d'abord donner à tous les moyens de pouvoir réussir à l'université. Sauf que depuis 10 ans, on a assisté, et c'est historique, à un recul de la démocratisation de l'enseignement supérieur, à un recul de la possibilité pour tous les jeunes de réussir à l'université. Quand on voit qu'il n'y a que 3% de fils d'ouvriers en classe de master, là on peut se dire qu'effectivement l'égalité, elle n'est pas là. Et je voulais revenir aussi sur une autre petite chose, quand même rétablir un petit peu la vérité, puisque c'est Benjamin Lancard qui disait qu'il fallait dire la vérité sur la question du logement étudiant. Sur la question du logement étudiant, les accords qui avaient été pris justement, notamment en 2007 par Valérie Pécresse, de construction de 5000 logements étudiants par an, aujourd'hui on est, après 5 ans, avec plus de 17 000 logements de retard. Donc, il faut aussi tenir ses engagements. Je pense que c'est la priorité quand après on veut se représenter à la magistrature suprême. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, et ce qui nous concerne tous, c'est la question des conditions d'études et la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on finance notre université. On a entendu beaucoup de choses sur l'autonomie des universités, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie des universités, elle n'est là que pour cacher la pénurie de moyens. Et c'est pas simplement certaines organisations qui le disent. Aujourd'hui, on a même la conférence des présidents d'université qui a pris position sur le manque de moyens à l'université. Quand on voit que depuis 2010, le budget, par exemple, accordé à la licence, il a diminué de 59 millions d'euros. Quand on regarde sur le budget global de l'enseignement supérieur et qu'on enlève le crédit impôt recherche, au final on se retrouve avec une stagnation du budget. Enfin, on a 1% d'augmentation, mais c'est moins que l'inflation. Donc la réalité, c'est que le budget baisse, qu'on a des universités qui se retrouvent sous tutelle budgétaire, et pas forcément les petites. Paris 6, par exemple, c'est pas une petite université, elle est quand même dans le classement de Shanghai. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est général. Partout dans l'enseignement supérieur, il y a un manque de moyens, et qui dit manque de moyens, dit dégradation de nos conditions d'études. Et on le voit très bien quand on est dans des amphis surchargés à 500, quand on a des facs qui ne sont pas forcément rénovés, quand on a des TD où on est beaucoup trop nombreux dedans. Comment réussir dans ces conditions-là? Comment faire en sorte que justement les fils d'ouvriers, ils puissent eux aussi réussir à l'université et vivre mieux que leurs parents? Aujourd'hui, je pose cette question à tous les représentants de partis politiques aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire de notre université? Qu'est-ce que vous allez faire de nos 20 ans? Comment est-ce que vous allez changer les choses pour que chaque jeune, aujourd'hui, il puisse accéder à un diplôme de qualité qui le protège sur le marché du travail? Benjamin Lanc. Alors d'abord, sur la stricte question du nombre d'ouvriers, le pourcentage d'ouvriers en master, moi je suis d'accord avec toi, le constat n'est pas bon, et effectivement, il est par exemple meilleur, le pourcentage d'enfants d'ouvriers aux États-Unis, dont le système est pourtant tellement décrié par des organisations telles que l'UNEF. Je ne sais pas si tu en es proche. Et donc du coup, non mais voilà. Non, parce que je t'ai vu réagir tout au long du débat, avec passion d'ailleurs. Donc moi ce que je dis juste, c'est que si on est cohérent avec ton discours, et on est tous d'accord sur l'objectif qu'il faut effectivement qu'on ait plus d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, eh bien on doit à ce moment-là faire des choses nouvelles par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'à mon avis, par exemple, la sélection en Master 1 que l'UNEF a rejeté violemment l'été 2007, c'est quelque chose qui pose problème, parce que mettez-vous à la place d'un enfant d'ouvrier, problème de financement, problème de manque d'information, et bien à partir de là, quand vous avez la certitude que vous allez faire 4 ans, et puis qu'au final, quand vous arrivez en Master 2, vous pouvez vous retrouver recalé, parce que finalement, vous n'avez pas votre place dans ce Master-là, et que si vous cherchez à passer dans une autre filière, vous repassez en Master 1, donc vous perdez 1 an d'études, ce qui coûte très cher pour les familles, et bien forcément, vous êtes en difficulté, vous n'entreprenez pas des études longues. Donc ça, c'est un problème. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faudra aussi donc c'est pour ça qu'on propose la sélection en Master 1. L'autre question, c'est bien sûr la question des frais de scolarité, parce que bien sûr qu'on peut dire, mais oui, alors, comme c'est gratuit, tout le monde peut y accéder. Sauf que la vérité, c'est que, comme on parle bien souvent d'égalité des chances, voire même d'égalité réelle, il faut aider le plus ceux qui en ont le plus besoin. Moi, ça ne me dérangerait pas que, sur le modèle de ce qu'on peut faire Dauphine ou Sciences Po, suivant le revenu des parents ou d'autres types de revenus, eh bien, on fasse graduellement augmenter les frais de scolarité. Si en échange, comme c'est le cas aux États-Unis, on peut, par exemple, financer encore toutes les études et des bourses supérieures à des enfants de classe ouvrière. Sauf que ça, si on le fait, eh bien, on se retrouve avec un fort mécontentement d'organisations telles que l'UNEF. C'est une première chose. Donc après, voilà, moi je mets ça sur la table. Peut-être que ça ne te conviendra pas, mais je pense que ça peut être des pistes, à mon avis, un peu innovantes pour pouvoir réfléchir à cette question qui, j'en ai parlé en citant le bouquin d'Aurélie Filippetti, est une question au cœur de notre engagement. La deuxième chose, c'est, moi je ne suis pas d'accord sur le chiffre que tu donnes sur la licence, puisqu'il y a le plan licence qui existe, avec plus d'un demi-milliard d'euros qui a été mis sur la table pour pouvoir y répondre. Donc je ne sais pas d'où vient ton chiffre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement supérieur en France, ça a doublé. Donc, et d'ailleurs, dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques, c'est le seul budget qui n'a pas connu de baisse de fonctionnaires. Donc c'est quand même la preuve d'un engagement important. Et la troisième chose sur le logement, c'est effectivement depuis 2009 que les objectifs du plan Ansiot de rénovation et de construction de nouveaux logements sont tenus. Donc effectivement, les 17 000 de retard sont justifiés par les 2 premières années. Mais effectivement, voilà, il faut aussi un temps de la politique publique qui est un peu plus long que le temps médiatique. Parfois, on le comprend un peu mal à droite, mais parfois, on le comprend mal aussi à gauche, manifestement. Merci Benjamin Lancard. François-Xavier Pénicaud pour un mot de conclusion aussi. Je vais répondre très sobrement parce que je suis déjà revenu sur la nécessité de refonte de la politique d'orientation. Tu as entendu ce que je disais sur la question de la formation tout au long de la vie avec une intégration de la formation initiale dans le droit individualisé à la formation qui permettent de financer ça. Une petite remarque à titre personnel, tu sais, je l'assume, hein, je suis un ancien élu UNEF et malheureusement en rigolant, dans ton expression, dans ta forme, dans ton lexique, on savait déjà que tu étais de l'UNEF. Je t'invite à ne pas te laisser formater dans tes idées et ton expression. Simplement, conclure est un petit peu, suite à cette question, est un peu délicat. Moi, il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu engager, en particulier vous dire... Pensez bien qu'il ne faut pas chercher tant des boucs émissaires à nos insuffisances, à nos incompétences. Notre pays a les qualités suffisantes, vous en faites partie, nous en faisons partie. Il faut simplement pouvoir fédérer, animer l'ensemble des sources vives de ce pays qui a tout ce qu'il lui faut pour pouvoir se relancer, devenir une excellence à l'échelle internationale et donner une excellence de vie à chacun des membres de sa communauté nationale. Pour ça, il faut poser des questions, il y a un certain nombre de tabous. Tout à l'heure, on parlait, une des personnes qui est intervenue a parlé de la question de la redistribution des richesses. Oui, il y a un problème de redistribution du fruit du travail en France, et c'est une observation plus sociologique que politique. Maintenant, il y a différents moyens d'y répondre. Par exemple, nous, on a proposé le remplacement des stock options par des job options dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire avec des indicateurs de la qualité du travail qui permettent une rémunération des cadres en fonction de la qualité des contrats et du travail à l'intérieur de l'entreprise. Ces indicateurs existent. On a des scientifiques très bons en France qui ont travaillé là-dessus. Bien entendu, on ne l'exposera pas ici, c'est trop compliqué. Il faudrait une conférence entière et en plus, je ne m'en sens pas les compétences, restructurer l'ensemble de notre tissu d'entreprise. On a parlé tout à l'heure des questions de flexibilité, au-delà de l'idée d'affirmer qu'on va lutter contre la flexibilité, contre la mobilité qui fait exploser notamment les couples. Moi, je constate que beaucoup de jeunes ont du mal à constituer un foyer familial, une cellule familiale, parce qu'ils explosent dans leur mobilité, ils explosent aussi dans la flexibilité qu'on leur fait subir dans le schéma du travail. C'est un choix de société qu'il y a eu en France que de dire, et là vous avez des bouquins qui ont écrit à droite comme à gauche sur comment on a structuré cette flexibilité pour qu'elle soit prise en charge par la jeunesse. Une collectif comme Génération Précaire pointe du doigt la question des stages qui en est emblématique. L'une des solutions à ça, encore une fois, c'est de simplement redévelopper la production qui est une économie réelle, pas une économie seulement industrielle, je le signale, hein, puisque la production, c'est aussi la production culturelle, la production intellectuelle. Et pour ce faire, la mutation de nos tissus économiques d'un tissu de PME et de grands groupes vers un tissu de PME est une option. Le contrat unique auquel on est favorable, je ne sais plus qui est-ce qui l'a mentionné tout à l'heure, qui permet aussi de faire en sorte de ne pas multiplier l'usage de contrats précaires, c'est Benjamin, je n'étais pas sûr, mais avec un contrat qui est conventionné dès l'entrée dans le contrat sur le niveau d'indemnisation à la sortie, pour que justement ça ne se transforme pas par une nouvelle généralisation de la précarité, telle que Pierrick, à juste titre, pointait le risque de ce type de dispositif. Merci François-Xavier Pénicaud. Sandra-Élise Réviriego. Très rapidement, pour le financement des universités, la première chose, c'est consacrer une part du PIB beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Je rappelle, aujourd'hui en France, c'est 1,3% du PIB consacré à l'enseignement supérieur. Dans les pays d'OCDE, en moyenne, c'est 1,5%. Et aux États-Unis, c'est 3%. Donc, mettre un peu plus de paquet. Également, sur la recherche, la part du PIB, c'est 2,2%. Ça fait 7 ans que ça stagne. Il faudrait également une part plus conséquente parce que les deux sont liés. Une troisième chose, mettre en place aussi des investissements privés complémentaires dans le financement
des universités, mais qui ne soient pas des investissements de substitution aux aides publiques. Enfin, proposer la mise en place, tel que c'est le cas et tel que c'est fait par François Hollande, d'une perception d'une taxe d'apprentissage. Waouh. Je vais essayer de faire aussi concret et aussi synthétique. Et pour répondre toujours à ta question de comment on fait pour améliorer justement la situation des jeunes, notamment des étudiants. Tout ça dans une perspective de long terme, parce que l'idée c'est que les étudiants de demain, ce sont des gens qui sont à l'école primaire aujourd'hui, et si on veut qu'ils réussissent à l'université, ça serait mieux qu'il n'y en ait pas 15 ou 20% qui ont des difficultés à lire quand ils arrivent en 6e. Donc tout ça est assez lié, et il faut repenser effectivement tout le projet éducatif. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du projet de la philosophie des écologistes, et aussi au cœur du projet de un petit peu de François Hollande et de François Bayrou aussi, avec son Instruire. Et donc c'est quelque chose qui nécessite, à notre sens, un véritable service public de la petite enfance, pour qu'il y ait une véritable égalité, une éducation primaire sur laquelle on mette des moyens, et notamment des moyens humains, parce que c'est vraiment à cet âge-là, il y a des études américaines qui montrent qu'on gagne plus d'argent, c'est assez affolant, hein, mais les gens ont plus facilement du travail et gagnent plus d'argent quand ils ont été dans des classes de petits effectifs que quand ils ont été dans des classes avec beaucoup d'effectifs. Donc il y a des liens qui semblent assez importants. En tout cas, l'idée c'est qu'à l'école, être 15 ou 20, c'est nettement mieux qu'être plus, et qu'il faut absolument former mieux les maîtres, les maîtresses, les professeurs, et revenir sur cette suppression de l'IUFM, qui est l'un des plus grands désastres de sarkozysme, mais il y en a beaucoup. Pour les étudiants, plus concrètement, allocation d'études, oui, clairement, on l'a dit, les gouvernants tournent autour depuis des décennies, au moins depuis 20-30 ans, les organes de jeunesse de gauche en parlent depuis 20 ans, 30 ans, il y a un moment donné où, basta, on l'a fait. Alors après, il y a la manière comment on l'a fait, sous conditions de ressources, pour ceux qui sont un peu, hein, et puis sans conditions de ressources. Bon bref, sur la manière, on verra, on en débattra une fois qu'on sera au pouvoir dans 2 mois, mais l'idée c'est que cette putain d'allocation d'études, il y a un moment, on va la faire. Et on faudra aussi avancer vers la gratuité de l'enseignement supérieur. Ça, c'est les choix budgétaires, soit on le fait, soit on le fait pas, mais idéalement, il faut qu'on ait cette possibilité réellement de rendre l'université universelle, et donc qu'elle soit réellement accessible. Et enfin, pour terminer, les jeunes, comme tous les moins jeunes, enfin tout le monde, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut à la sortie des études, c'est du boulot. L'enjeu essentiel de notre modèle de société, c'est apporter un emploi à tous. Eh bien, pas un emploi qui soit basé sur la croissance, une croissance économique qu'on va aller chercher avec les dents et dont on doit réparer les dégâts sociaux et environnementaux. Non, il faut un autre type de croissance. Alors certains parlent de croissance verte, croissance durable, bref, ça c'est à voir. En tout cas, enfin, un autre type de croissance. En tout cas, il faut un autre modèle économique qui investisse dans les secteurs d'avenir et qui soit orienté vers plus de sobriété, des circuits courts et une meilleure répartition des richesses. Et selon nous, aussi un partage du travail. C'est qu'il ne s'agit pas d'imposer les 32 heures et 35 heures la semaine et 4 jours à tous en même temps, mais que sur la durée de la vie, on repense les temps de formation, d'activité et de loisirs, et que sur la durée de la vie, ce soit plus facile quand on a des enfants, travailler 4 jours par semaine, quand on a envie de se défoncer, on travaille 60 heures quand on est jeune, et quand on a envie de prendre une année sabbatique, on prend une année sabbatique. Tout ça est à repenser, il faut des idées neuves, il faut un nouveau paradigme, et seuls les écologistes apportent des idées concrètes à tout ça. Pierre Cano pour le... Bon, je ne sais pas si seuls les écologistes, je pense que le débat est constructif, souvent même à gauche, et qu'il y a quand même des convergences sur beaucoup de choses, mais du coup, en lien avec cette question de convergence sur les objectifs sociaux, je ne vais pas revenir, parce qu'il me semble dans l'exposé que j'ai fait au départ, j'ai quand même longuement exposé, quitte au péril d'être un peu technique, mais les mesures sur les conditions de vie des jeunes, l'université, les étudiants. Mais en guise de conclusion, parce que par exemple, il y a la question de l'allocation d'études, dire on réfléchira quand on sera au pouvoir. Alors, bon, je ne sais pas si la gauche sera au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fera, ça on verra. Mais la question, c'est que ça peut paraître démago de le dire comme ça, mais c'est la réalité en même temps. Pour le coup, de notre côté, on n'a pas attendu les élections, c'est-à-dire que je parlais de cette proposition de loi. Vraiment, j'incite sur, alors ça fait réclame, et sur le site jeunescommunistes2012.fr, mais à la lire, à s'en saisir, parce que c'est vraiment une démarche commune, et j'insiste là-dessus, que tous les jeunes qui sont intéressés puissent s'en emparer, puissent la regarder, puissent améliorer les choses, parce que j'ai envie de finir là-dessus, la citoyenneté pour nous, ça s'arrête pas au vote. Et tout à l'heure, on disait, je sais plus qui, mais il y a un affrontement en ce moment féroce, en gros, entre les peuples et les marchés financiers, oui. Et pour ça, il suffira pas de mettre un bulletin de vote dans une urne, il faudra que chacun de nous soit partie prenante de la vie politique, démocratique, des batailles sociales,
sociales qui vont s'engager et que, y compris demain avec ceux qui seront élus, on aille exiger qu'ils aillent jusqu'au bout des choses et que, voilà, je le disais tout à l'heure, mais qu'on stoppe la délégation de pouvoir. Donc je pense que c'est très important qu'on dise qu'il faut avoir cette démarche. Et puis en mot de conclusion, du coup, je parlais des objectifs sociaux, mais pour les réaliser, il faut les moyens financiers et qui les gère. Je pense que 2012, on a à choisir entre l'élection qui réengage un monde capitaliste finalement de la concurrence, de la compétition et de la réponse unique aux besoins du marché. L'alternative qu'on a, c'est celle de mettre en place les principes de solidarité, de co-développement, de coopération, de réponse aux besoins humains et finalement de partage des richesses, des savoirs et des pouvoirs. Pour nous, c'est l'humain d'abord. Maintenant, j'ai envie de dire tout le monde est face à ce choix-là et je pense qu'il est temps de le faire parce que il y a urgence. Voilà. Merci à nos invités pour la qualité de leurs interventions. Merci à vous pour votre intérêt pour ce débat, dont vous pourrez retrouver un compte-rendu demain dans Nord Éclair. Et bonne campagne présidentielle à tous. Merci beaucoup. Oui, juste un petit mot. Vous pouvez aller prendre et continuer si vous le souhaitez le débat juste dans le hall. Vous pouvez aller prendre un petit rafraîchissement.